Bonjour à tous, on se retrouve sur Mission Y pour une vidéo sur la peur de l'échec, les blocages, la procrastination, etc. Enfin, toutes ces peurs qui peuvent vous empêcher de vous lancer à fond dans l'agrégation. Personnellement, ça m'a beaucoup concernée parce que j'ai mis 3 ans à à avoir l'agrégation. Et une des choses qui m'a bloquée, c'est clairement ces peurs-là, ainsi que la pression sociale. Donc on va en parler un petit peu. Il faut dédramatiser parce que vraiment tout le monde ressent ça à un moment ou à un autre de son parcours. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez commun, c'est pas insurmontable, mais il faut changer un petit peu d'état d'esprit et utiliser des outils que je vais vous partager. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'il y en aura d'autres qui fonctionneront mieux et que je vais pas citer ici. Donc, comme d'habitude, vous faites votre petite tambouille avec ce que vous trouvez à droite à gauche. Moi, je vous partage mon expérience personnelle. C'est parti. Alors, je vais commencer par parler de la peur de l'échec. Je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas parce que généralement, les gens qui se lancent dans le CAPES ou l'agrégation, ce sont des personnes qui étaient plutôt fortes à l'école, donc qui n'ont pas été habituées à l'échec, on va dire, scolaire. Et c'est vrai que quand on arrive à un moment où il faut prendre la décision de se lancer à fond dans un concours, surtout quand on voit les pourcentages de réussite, c'est un petit peu, ça donne pas envie quoi. Ça donne pas envie de se lancer. On n'a pas envie de perdre une année entre guillemets. Alors qu'en réalité, on perd jamais une année. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, c'est vrai que la peur de l'échec, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et tout simplement de se dire, ah là là, mon travail ne va pas payer. Et euh, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens, auquel je suis pas sûre de ma phrase là. Bon, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose auquel beaucoup de personnes se confrontent, surtout voilà, dans le cas des bons élèves. Donc ça, c'est la première chose qui peut vous bloquer. La deuxième chose, c'est la pression de l'entourage. Moi, personnellement, je suis une vraie pupillette, donc je raconte tout ce que je fais de ma vie à tout le monde. Et c'est pas forcément une bonne idée, puisque quand j'ai dit à mes collègues que je voulais passer l'agrégation, et ben toutes les semaines, alors Sarah l'agrègue, oh tu dois être crevée, oh là là t'as du courage, mais tu vas jamais y arriver, nanani, nanana, en travaillant à plein temps c'est pas possible. Moi j'ai essayé puis j'ai abandonné. Bon, vous allez avoir tous les sons de cloche et ça va vous parasiter. Parlons aussi de la famille. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille où, voilà, si j'avais en dessous de 13, c'était minable et il fallait avoir 18-20 tout le temps. Et tant mieux, enfin, moi, de mon point de vue, tant mieux. Mais c'est vrai que quand on arrive à l'agrégation, après, c'est bon, Sarah, je sais pas ce que tu fais là, à sortir autant, c'est pas comme ça que tu auras l'agrég. Il faut que tu te mettes en mode prépa, il faut que tu t'enfermes et que tu vois plus tes amis et que tu travailles jour et nuit et que ci et que ça. Enfin, chacun y va de son conseil, quoi. Après, il y a d'autres personnes qui disent non, mais tu sais, c'est pas parce que tu échoues que t'es une merde, c'est pas parce que tu rates que. Et au final, même si c'est très gentil, bah, ça te tire un peu aussi vers le bas en mode donc tu crois pas en moi en fait. Enfin, c'est. Voilà. Deux façons d'agir qui, pour moi en tout cas, sont de toute façon. Ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Donc ça m'aidait pas non plus voilà, d'avoir quelqu'un qui me réconfortait à l'idée que je puisse échouer, puisque bah, du coup, ça me donnait l'option d'échouer, chose que je ne voulais pas. Et en même temps, d'avoir quelqu'un qui limite, me culpabilisait de pas y aller à fond, en tout cas de pas faire comme lui aurait fait. Euh, voilà, de pas être alarmée, entre guillemets, pour obtenir ce concours, parce que je voulais pas non plus renoncer à ma vie, tout simplement. Déjà, c'est assez de sacrifices comme ça, donc si en plus je me mets en mode militaire pendant un an, on va pas tenir sur la longueur, clairement. Donc voilà, la famille et les collègues peuvent être aussi source de pression, donc, euh, donc on verra les solutions après. Euh, Ensuite, il y a le syndrome du perfectionniste. Alors ça, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas, moi en tout cas j'y étais. C'est-à-dire que, pour moi, si le travail est pas parfait, il vaut pas le coup d'être fait. En gros, c'est ça. C'est par exemple, ah ouais, mais là j'ai que 2 heures, donc je vais pas avoir le temps de faire une disserte, donc ça sert à rien que je le fasse. Ah ouais, mais là je suis fatiguée, donc du coup je vais pas être au top de ma capacité, donc au final je vais faire n'importe quoi. Du coup ça sert à rien que je le fasse. Ah ouais, ma fiche, je viens de faire une fiche, mais en fait elle est nulle, je la déchire et du coup ce que j'ai fait pendant 1 heure ça sert à rien.
Typiquement, ce genre de truc qui vous handicape, en fait, c'est vous-même qui vous tirez des balles dans le pied non-stop parce que votre travail n'est pas parfait. Ça rejoint un petit peu la peur de l'échec, je pense, parce que au final, c'est si je suis pas parfaite dans mon travail, c'est nul. Et du coup, je vais pas y arriver parce que mon travail va pas donner les résultats que j'attends. Et donc, ça va me renvoyer que je suis nulle et que je réussis pas et que je suis une ratée, etc., etc. Et j'ai pas envie de me confronter à à ce que je crois être cette réalité-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a bloqué moi personnellement. Je vous raconterai un peu plus précisément mon cas particulier après. Mais voilà, le syndrome de la perfection, c'est encore un truc qui peut vous handicaper. Et pour finir, du coup, la procrastination. Donc remettre à plus tard, remettre à demain, remettre à quand j'irai mieux, à quand j'aurai l'espace de travail qu'il me faudra, à quand j'aurai pas les enfants parce qu'ils seront chez leur mamie, à quand j'aurai fini mes cours parce que là cette année c'est un peu compliqué, à quand j'aurai obtenu mon mi-temps, à quand j'aurai fait 1 année, 2 années pour voir, et puis du coup je me sentirai mieux parce que je connaîtrai les épreuves et patati et patata. Salut toi. J'ai adopté 2 chatons, ils sont trop choux. Allez, viens dire bonjour. Benaki. Oh, ça c'est Watson. Il est beau, hein. Bon bref. Et du coup, au final, la procrastination c'est... Ah, il m'a griffé. C'est encore une façon d'éviter le travail. Et, euh, et en tant que prof, vous le voyez peut-être souvent chez les enfants, en fait, c'est marrant de se rendre compte qu'on fait comme les élèves. Parce qu'un élève qui a toujours eu des réussites, quand il ne va pas réussir, ça va être un drame. Un élève qui a jamais réussi, quand il va devoir faire un travail qui est dur, par exemple la grecque, il va préférer se saboter pour maîtriser le résultat. C'est un peu le truc de se dire, je vais pas travailler à fond parce que je sais que si je travaille à fond, de toute façon, je vais pas y arriver. Donc il vaut mieux que je travaille pas à fond. Comme ça, au moins, je suis sûre que je l'aurai pas. Mais en fait, si je l'ai pas, c'est parce que je sais que j'ai pas travaillé à fond. Donc je contrôle, on va dire, l'issue de mon non-travail. Donc je garde un contrôle sur la situation. Alors que si je travaille à fond, je perds le contrôle. Parce que je m'autorise à y croire. Si je travaille à fond, j'ai envie de réussir. Donc du coup, si je réussis pas, je me prends une claque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose que certains élèves, en fait. C'est vraiment cette peur de perdre le contrôle et cette peur de s'autoriser à y croire, tout simplement. Allez, je vous raconte l'histoire de ma vie. Storytelling, c'est parti. Donc moi, j'ai eu le CAPES en 2020 et j'ai été titularisée en 2021. Et l'objectif, c'était vraiment d'enchaîner direct avec l'agrégation, quoi. Sauf que j'ai été mutée vers Paris, donc dans le 9-3. C'était compliqué. J'étais TZR sur 2 établissements, donc sur un lycée et un collège. Ça se passait pas très bien parce que quand on débute, on est lâché chez les fauves entre guillemets, et puis voilà, on découvre comment faire cours. On est encore un peu enfant, enfin encore un peu jeune quoi, encore un peu étudiante. On a du mal à se positionner comme adulte, c'est compliqué. Donc moi personnellement, ça se passait très mal. Et j'ai essayé de faire l'agrégation en me préparant seule, avec juste les livres, donc les Atlandes. Et au final, j'ai complètement lâché parce que j'ai toujours fait les choses au talent. Alors, je dis pas que j'ai jamais travaillé, mais je veux dire, c'était tellement une routine de travailler pour moi à la maison, de faire mes devoirs, etc. depuis que je suis toute petite, que j'avais des facilités et beaucoup de mémoire. Donc au final, quand je suis arrivée en cursus d'espagnol, c'était facile pour moi d'avoir des bonnes notes parce qu'en plus j'avais fait mes études en Espagne, une partie. Je parlais parfaitement et donc c'est vrai que ça donnait l'impression que je travaillais pas. Mais c'était, voilà, quand vous travaillez depuis petite, comment dire, c'est la routine. Donc voilà. Et j'avais en tout cas cette impression que j'étais toujours dans ma zone de confort d'un point de vue scolaire. Et là, en ayant les cours à côté où ça se passait pas bien et l'agrégation, bah je me suis dit non mais je vais y aller au talent. On va voir ce que ça donne au talent pour tâter le terrain. Donc déjà, j'étais pas prête à me mettre à vraiment travailler, à vraiment donner de ma personne.
Clairement, j'ai procrastiné, voilà, c'était vraiment une année pour voir en fait. Et je me justifiais comme ça auprès de ma famille. Non, mais cette année j'y vais pour voir, nanani, nanana. Et je m'auto-convainquais que si j'y allais, j'allais me viander, mais au moins je savais que j'allais me viander parce que j'y allais de toute façon pour voir. Donc en fait, ça sert à rien. C'est là que vous perdez une année. Vous savez que vous n'allez pas l'avoir puisque vous y allez sans vous donner à fond pour être sûr de ne pas échouer au cas où vous vous donnez à fond. Donc avec le recul, c'est débile. Parce que si l'objectif final, c'est d'avoir l'agrégation, euh, spoiler, vous pouvez ne pas y aller à fond, mais vous allez prendre le double ou le triple de temps. Juste pour, préserver votre ego personnel. C'est une question d'ego. C'est malheureux, hein, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc moi, j'ai gâché une année comme ça. Grande surprise, j'ai été prise à l'oral. Parce que j'avais la méthode, je savais faire une composition et j'étais pas mauvaise en traduction. Quand j'ai su que j'étais prise à l'oral, et bah panique à bord. Il restait un mois avant les oraux et j'étais là en mode oh là là, mais peut-être que j'ai une chance du coup. Donc j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à lire un peu les atlantes que j'avais achetées. Je me suis renseignée sur les attentes de l'oral et j'y suis allée. Foy, j'ai eu des 1 sur 20. J'ai eu des jurys en face de moi qui levaient les yeux au ciel. J'ai eu une dame qui me posait des questions avec un dédain. Horrible, horrible. Franchement, je me suis ramassée comme jamais. J'ai eu 1 sur 20, 1,5 sur 20, 5 sur 20 et 1 sur 20. Bref, ils m'ont mis des notes non éliminatoires, mais franchement, j'ai fait n'importe quoi. Je connaissais pas les attendus des épreuves. J'ai dit de la merde, mais genre un truc de fou. J'ai dit n'importe quoi. Et le pire, c'est que j'y suis allée avec du culot, hein, en mode je suis sûre de ce que je dis. Le jury me disait vous êtes sûr, je lui disais oui. Ou alors je leur disais je ne suis pas en mesure de répondre, désolé. Enfin, des trucs que vous faites pas à l'oral, quoi. Enfin voilà, moi j'y suis allée en mode YOLO. Et je me suis bien ramassée. Donc quand j'ai vu les notes que je me suis tapées, je me suis dit waouh. Et j'ai gâché un an parce que je n'y suis pas allée à fond. J'ai voulu y aller au talent bilan. Le talent ne paye pas, spoiler alerte. Ensuite, du coup, je me suis pris un an de plus pour me remettre de cet échec. Parce que franchement, se prendre des 1 sur 20 quand vous êtes habitué à des 18, ça casse la tête. Hein. Moi, ça m'a vidé. Sans parler qu'à côté, le travail se passait mal. Donc, du coup, j'ai demandé une mutation, j'ai déménagé. Je me suis réintégrée dans une autre ville, etc. Donc voilà, je me suis dit, cette année-là, tranquille, pas d'agrég. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et du coup, au final, tac, 1 an, 2 ans. 3e année, j'ai dit, allez, je m'y remets cette année et tout, sauf que j'étais à temps plein. Et voilà, comme je vous ai dit, je me suis laissée un peu avoir par les collègues, la famille qui me disait ouais mais Sarah, de toute façon cette année tu vas pourvoir, c'est pas possible de passer la grègue en étant à temps plein, nanani nanana. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Ouais, mais j'y vais pour voir, de toute façon, je la passe sur 2 ans, il y a la moitié des épreuves qui changent pas, donc voilà. Encore cette peur d'échouer. Donc, à nouveau, j'ai passé une année à un petit peu travailler, un petit peu lire, un petit peu faire, mais pas vraiment à fond, quoi. Toujours rester dans cette espèce de zone floue où on travaille un petit peu histoire de se dire qu'on n'y va pas à l'arrache, mais pas trop non plus parce il faudrait pas échouer en ayant trop travaillé, hein, surtout pas. Donc, et j'ai fait pire, c'est que j'y suis allée, j'avais fait des impasses, donc j'avais pas travaillé comunidades. À l'écrit, c'est comunidades qui est passé. Et ce jour-là, je sais pas si c'est moi inconsciemment qui ai saboté ou voilà la force du destin, mais je suis arrivée en retard à l'épreuve et j'ai eu 0. Ils m'ont pas laissé rentrer parce que quand vous arrivez en retard à l'écrit, ils vous laissent pas rentrer. Et donc comme c'était comunidades, ça m'a un petit peu rassurée en mode bon, j'avais fait une impasse sur ce sujet, je ne savais rien de comunidades, donc de toute façon je l'aurais pas eu. Mais en fait, c'est débile, j'ai sacrifié encore une année pour rien. Donc voilà. Au final, j'avais amassé un petit peu de connaissances sur el Istmo de Panama, mais grosso modo, elle a servi à rien cette année aussi. Hein. J'ai perdu du temps. Donc on en est à 3 ans.
Et là, j'ai dit, non mais Sarah, j'en peux plus. 3 ans, c'était trop. Même s'il y a eu une année de césure entre les deux, mais 3 ans à avoir cet objectif-là, à bloquer le reste de ma vie pour avoir la grecque, parce que, en fait, ce que je dis pas aussi, c'est que quand j'étais chez moi et que je voulais faire de la peinture, ou que je voulais faire de la guitare, ou que je voulais faire voir des copains, ou ci ou ça, je me disais, purée, il faudrait que je fasse de la grecque. Je devrais être en train de bosser. Il faudrait que. Et du coup, je profitais pas de l'instant présent parce que j'étais dans la grecque tout le temps. Pourtant, je ne travaillais pas assez parce que j'avais peur d'échouer. Donc du coup, en fait, j'étais bloquée. Dans ma vie, j'étais bloquée. Et je me disais, ah, quand j'aurai la grecque, je ferai ça. Et quand j'aurai la grecque, je ferai ça. Et nanani et nanana. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu 3 ans à avoir ce truc inachevé dans ma tête, à faire les choses à moitié et tout parce que j'avais peur d'échouer. Et en fait, qu'est-ce que je faisais depuis 3 ans? J'échouais. Donc j'ai dit, bon là, ça suffit. J'ai eu le switch, j'appelle ça le switch, c'est genre le moment où vous en pouvez plus de ne pas vous donner à fond. Parce que de toute façon, au bout de 4 ans, moi j'ai dit, de toute façon, c'est soit cette année je l'ai, soit j'arrête. Honnêtement, j'arrête. Donc, autant y aller à fond. Je me suis mise à mi-temps, j'ai pris une prépa, donc la prépa Nanterre, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Ah oui, parce que l'année d'avant, j'avais fait le CNED. Bon, comme je vous ai expliqué, le CNED, c'était pas ouf. Donc j'ai pris une prépa. Même si j'ai pas suivi tous les cours parce que c'est énormément de travail et je suis pas quelqu'un de très énergique, et ben je me suis quand même donné à fond. J'ai fait le maximum que j'ai pu avec l'énergie que j'avais. J'y ai cru, c'est-à-dire que dès septembre, je savais que j'allais mériter cette agrégation. Parce que quand vous pensez la mériter, c'est que vous travaillez bien. Il y a un switch qui se fait. Vous n'avez plus peur d'échouer parce que même si vous échouez, vous avez tellement travaillé que vous saviez que vous n'auriez pas pu faire mieux. Donc j'étais en paix avec cette idée que si j'échoue, c'est que je suis pas assez forte pour l'agrégation et c'est pas grave. Parce que j'ai donné tout ce que j'avais. Donc pas de regret. J'y suis allée avec tout ce que j'avais, donc même si j'échoue, eh ben je suis fière du travail que j'ai fait parce que j'aurais pas pu donner plus. C'est pas j'ai échoué parce que au fond de moi, je sais que j'aurais pu travailler plus. Donc là, on se sent un peu merdeux, vous voyez ce que je veux dire? Ah, si j'avais bossé plus, et gna gna gna. Non, là, j'y suis allée avec tout ce que j'ai. Donc si je l'ai pas, eh ben je tire un trait dessus, c'est que c'est pas pour moi, et puis voilà. Alors que si je l'ai, je sais que je la mérite. Pas de syndrome de l'imposteur, c'est pas de la chance, c'est du travail. Donc j'ai fait ce switch-là, et au final, je l'ai eu. Et j'ai dit à mes collègues, je préfère pas en parler pour l'instant, plutôt que de me laisser, voilà, avoir par des ah, ça se passe bien, nanana. Et mon père, je lui ai dit, pardon, j'ai dit que c'était mon père, mais bon, ma famille, je leur ai dit ce que je pensais, je leur ai dit, je gère mon truc, vous me laissez tranquille, en fait, j'ai posé des limites. Et, euh, et voilà, et je me suis lancée. Et donc, on va voir maintenant un peu les solutions que j'ai mis en place pour surmonter toutes ces peurs-là dont je vous ai parlé en intro. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi vous voulez l'agrégation. Trouver la motivation vraiment qui va vous permettre d'y aller à fond. De se dire, je ne me vois pas continuer ma vie actuelle sans l'agrégation, donc ça vaut le coup de sacrifier une année, entre guillemets, de se donner à fond pour l'avoir. Moi, ça a été ce changement, c'est quand je me suis rendu compte en fait que je passais toute ma vie bloquée pour avoir l'agrég. Donc voilà, que je profitais pas du moment présent, que je me disais ah ouais, mais pour faire tel projet, il me faudrait plus d'argent, pour faire tel projet, il me faudrait plus de temps. Du coup, l'agrégation, ça serait le bon compromis. Et je me vois pas tenir dans l'éducation nationale en faisant 22 heures ou 21 heures. Donc être à 15 heures, ça serait pas mal. Enfin voilà, c'est vraiment le moment où je me suis dit non mais en fait, je vais péter un cap si j'ai pas l'agrégation. Ou alors, j'assume que je l'aurai jamais, j'accepte le fait que je puisse ne jamais l'avoir et je tire un trait sur cette préparation qui me fatigue en fait. Parce que travailler en préparant la grecque, c'est dur. Donc, quand vous le faites 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que même si j'étais pas à fond, je travaillais, en tout cas c'était une charge mentale qui existait, et ben il y a un moment, c'est bon quoi. Donc voilà, j'avais fait ce switch là de je passe une année de plus et après c'est ciao. Donc déjà, revoyez un petit peu vos priorités. Trouver la motivation sur le long terme, c'est déjà ce qui va vous permettre de tenir. Parce que l'agrégation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça, cette phrase, vous avez dû déjà l'entendre, mais c'est réel. C'est un truc sur la durée.
Si, si comment dire? Ouais, si vous trouvez pas une vraie motivation profonde, on va dire, c'est perdu d'avance. Donc, on perd pas de vue j'arrive pas à parler, ces objectifs-là, et ça va déjà vous permettre de changer de perspective. Ensuite, il faut se dire que l'échec, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave si vous échouez. Le tout, c'est d'échouer avec la fierté d'avoir travaillé. Parce que si vous avez vraiment travaillé, de toute façon, c'est jamais perdu. Vous allez pouvoir retenter et vous serez chaque année un petit peu plus près de votre objectif. Moi, j'ai passé 2 ans à travailler, à mouliner dans le vide, et au final, j'en ai pas tiré grand-chose. Donc, ce que j'en ai tiré de plus valorisable, j'ai du mal à parler, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais on va dire c'est la connaissance des épreuves. Ce que ça m'a apporté, c'est de bien connaître les épreuves. À part ça, d'un point de vue contenu, j'en ai pas retiré grand-chose de ces 2 années. Donc pour moi, c'était vraiment ces années-là que j'ai perdu. Bon, après, on ne perd jamais, hein, voilà, mais bon. Si j'avais été à fond dès le début, ça aurait été mieux. Et ensuite, il faut décorréler votre valeur de votre travail. On dit souvent aux élèves en tant que prof, je te note pas en tant qu'élève, je note un travail à un instant T sur un thème donné. Ben nous, c'est pareil. L'agrégation, déjà, c'est des notes de concours, c'est des notes de classement. Donc si je me suis tapé un 1 sur 20 à l'oral, c'est parce que j'étais vraiment nulle par rapport à mes camarades, mais ça ne veut pas dire forcément que mon travail valait 1. Même si honnêtement, je pense que ce que j'ai dit, ça valait même 0. Mais bref, il faut pas se dire, oh purée, mon travail vaut un 6. Moi là, j'ai eu l'agrégation avec un 4. Mais pourquoi? Parce que, bah voilà, par rapport au gars qui a eu 18, le gars qui a eu 18, peut-être que c'était pas parfait. Même le gars qui a eu 20, c'était pas parfait, mais c'était le meilleur parmi tous ceux qui se sont présentés. Voilà. Moi, j'étais à l'échelle, bah j'étais, voilà, mon travail valait 4. Ça veut pas dire que ce que j'ai fourni vaut un 4, mais par rapport aux autres, je suis classée de manière à ce que ma note de classement, c'est 4. Bon, il faut dédramatiser, hein. Il y a un moment, ceux qui ont fait une prépa le savent, on peut réussir avec un 6 de moyenne, c'est tout. Donc les notes concours n'ont rien à voir avec les notes scolaires, on va dire. C'est pas une note de niveau, c'est une note de classement. Donc il faut dédramatiser. Ensuite, vous n'êtes pas forte en tout. Je dis forte parce que je suis une fille, mais vous n'êtes pas forte sur toutes les épreuves. Il n'y a pas mort d'homme. Il vous suffit d'avoir la maîtrise d'une ou deux épreuves et vous pouvez briller dessus. Vous prendre un coef 4 sur une épreuve où vous avez un 18 ou un 20 et rattraper un 4. Il n'y a pas mort d'homme. Donc il ne faut pas se conditionner en se disant je suis naze en traduction, ça va jamais passer. Arrêtez de vous dévaluer, de vous auto-flageller et au boulot en fait. T'es nul en traduction, et bah travaille la traduction. D'accord? Et si tu arrives à avoir un 6 au lieu d'un 4, c'est toujours ça de prix. T'es nul en composition, et ben c'est pas en pleurnichant que tu vas t'améliorer. Donc fais des compositions. Tu vois ce que je veux dire? Il faut affronter la difficulté en fait. C'est comme, je fais beaucoup de parallèles avec les élèves, mais parce que passer l'agrégation, ça m'a remis dans une situation d'apprenante et ça m'a vraiment mis dans des situations similaires à celles que rencontrent mes élèves. C'est comme les élèves qui attendent devant leur feuille sans lire l'instruction, sans lire la consigne. Qu'est-ce que t'espères en fait? J'ai pas compris. Bah oui, mais si tu fais pas l'exercice, tu vas pas affronter la difficulté, donc tu vas pas progresser. Donc tu vas pas réussir à obtenir le savoir-faire, on va dire. Un entraînement, c'est ce que ça veut dire, ça vous permet de progresser. Donc c'est pas agréable, ouais, de se rendre compte qu'on est nul en fait, mais on est jamais nul. Enfin, c'est pas une fatalité d'être nul sur un exercice. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être mieux que les autres. Ou, je vais même ajouter quelque chose, d'être moins pire que les autres. C'est ça. L'agrégation, c'est ils recrutent les moins pires. Donc à partir de là, vous avez tout compris, quoi, en fait. Il faut, même si vous faites de la merde, il faut faire de la merde joyeusement. Il faut y aller avec le sourire et il faut y aller. C'est tout ce qui compte. Donc voilà. Je vous invite à y aller, tout simplement. Donc contre la procrastination, moi, ce qui a bien marché, c'est la technique Pomodoro. Donc pour ceux qui connaissent pas, grosso modo, c'est vous travaillez 25 minutes, puis vous faites une pause de 5 minutes. Puis vous retravaillez 25 minutes, puis une pause de 5 minutes, et ça pendant 4 fois. Et après, la pause, elle augmente, je crois que c'est 20 ou 30 minutes. Et en fait, cette technique vous permet de garder la courbe de l'efficacité, de la rentabilité
elle reste en haut. Vous serez toujours rentable parce que vous ferez des séquences de travail de 25 minutes. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pas spécialement un temps de concentration très élevé. En revanche, quand il fallait que je me fasse des grosses sessions de plusieurs heures d'affilée, je me suis alliée avec 2 collègues qui passaient l'agrégation aussi. Un collègue de physique-chimie et une collègue d'histoire. Et ils venaient chez moi et on faisait des sessions BU en fait, bibliothèque universitaire. Donc chacun ramenait ses trucs à faire et en silence ou avec un petit fond de musique, on bossait toute une après-midi, 6 heures d'affilée. Bla bla bla. Et on faisait ça 3-4 fois par semaine. Et honnêtement, bosser avec quelqu'un, c'est un truc de fou comme ça vous discipline. De temps en temps, il y avait un petit peu de bavardage, je dis pas, mais en fait, de voir que t'as pas le choix, t'es avec 2 personnes qui doivent bosser, tu dois bosser, tu dois donner l'exemple parce que sinon ils bossent pas, ils doivent donner l'exemple parce que sinon on décroche tous les 3, et ben en fait, ça vous tire vers le haut. Donc trouvez-vous des collègues, même si c'est des collègues qui doivent venir corriger des copies, créez-vous un espace de travail avec des gens qui travaillent, empêchez-vous de rentrer chez vous, vous mettre dans le lit, vous mettre devant les jeux vidéo, vous mettre sur le téléphone et gna gna gna. Trouvez-vous un espace de travail et des gens qui vous permettent de créer une ambiance de travail. Voilà. Ça a été vraiment game changer. Incroyable. D'ailleurs, juste avant l'oral de l'agrégation, pour des raisons personnelles, j'ai fait une déprime, voire même une dépression, je sais pas trop. Et mon frère est monté parce que j'avais complètement lâché. Hein. Mais je ne travaillais plus du tout. J'en étais au point de rester dans le lit toute la journée, quasiment pas m'alimenter et tout. Mon frère est monté 2 semaines avant l'oral. Il m'a soulagée de toutes les tâches domestiques, on va dire, et il me disait tu t'assois et tu travailles. Tu t'assois et tu travailles. Arrête de parler, travaille. Et en fait, il m'a vraiment aidé à raccrocher au dernier moment parce que j'allais complètement lâcher. Limite, j'allais pas aller à l'oral, honnêtement. J'avais lâché dans ma tête. Et en fait, les gens peuvent être une pression énorme, mais aussi une formidable force si vous vous entourez des personnes, des bonnes personnes qui sont là pour vous encourager à travailler dans le non-jugement. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous tirer vers le haut. Trouvez-vous un binôme, trouvez-vous quelqu'un, c'est incroyable. Sinon, les micro-tâches. Ne vous dites pas, ah, je vais travailler toute la civilisation. Bah non. Non, 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 tranquille. Déjà, vous prenez votre créneau, votre chronologie. Ça va de telle année à telle année. Bah, peut-être que sur une semaine, je vais faire ces 2 années-là. Vous voyez, vous découpez. Je dois lire un livre, et ben je vais en lire un chapitre par jour. Il faut vous faire des micro-tâches. Micro-tâches et écrire ce que vous faites et me faire le tic. Ça, c'est fait. Ça vous donne un petit peu d'endorphine ou un petit peu de sérotonine, je sais pas quelle hormone, mais bref, une hormone du plaisir. Ça alimente votre circuit de la récompense. Et donc, vous vous rendez compte que vous avancez, petit pas par petit pas. Il vaut mieux faire des petits pas et avancer que procrastiner parce que la montagne, elle est trop élevée, quoi. Donc voilà. Ensuite, il faut dédramatiser sur le fait de ne pas réussir à tout faire. Vous n'allez pas tout faire. Vous n'allez jamais, je suis désolée, peut-être il y a une personne ici qui va réussir, mais vous n'allez jamais finir votre to-do list de l'agrégation. C'est faux. C'est faux. Il y aura des semaines où vous serez malade, il y aura des semaines où vous serez en PLS, il y aura des semaines où, je sais pas, vous devrez aller voir votre famille, vous prendrez des vacances, et gna gna gna. Et c'est ok, et c'est nécessaire pour votre bien-être de vous accorder ces pauses-là. Donc, non, vous n'allez pas faire 10 compositions dans le mois. Non, vous n'allez pas faire 10 traductions dans le mois. Restez zen. Moi, mon adage pendant cette agrégation, ça a été tranquille le chat. Tranquille le chat. C'est ok si la to-do list, elle est interminable et vous la finissez aux 3/4. C'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est d'avancer. C'est pas forcément de finir, c'est d'avancer. Quoi qu'il arrive, vous avancez. Il faut pas en fait se bloquer. Il y a énormément de gens qui se bloquent pendant l'agrégation, à tous les stades. Il y en a dès le début, ils sont bloqués. Il y en a, c'est à une semaine de la fin comme moi. Il y en a, c'est avant les écrits ou juste après les écrits, ils se rendent compte qu'ils ont fait n'importe quoi. Et du coup, pendant 1 mois et demi, en attendant les résultats de savoir s'ils sont pris à l'oral, ils arrêtent tout. Et vous allez réussir
à continuer quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave, vous continuez. Vous êtes fatigué, c'est pas grave, vous continuez. Même si c'est un tout petit peu une petite pierre à l'édifice, vous continuez. Et en fait, ça va vous permettre de keep moving. Tu vas ajouter peut-être un grain de sable à ta connaissance, mais tu vas ajouter. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas s'arrêter. Quand vous vous arrêtez, je parle plus d'une semaine, hein, peut-être que vous allez prendre une semaine de pause, c'est pas grave. Mais quand vous vous arrêtez, c'est de plus en plus difficile de repartir. Et c'est là en fait que vous allez commencer à perdre ce que vous avez déjà emmagasiné et à perdre confiance en vous. Personne n'arrive à l'agrégation en maîtrisant tous les thèmes parfaitement. Personne n'arrive à l'agrégation en maîtrisant toutes les épreuves. C'est faux. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être moins pire que les autres. Ça, vous me l'enregistrez dans votre tête, vous le notez au-dessus de votre lit, vous le notez au-dessus de vos toilettes, je m'en fous. Vous devez être moins pire que les autres. Et plus important encore, vous devez être plus fort que vous-même. Votre pire ennemi, c'est vous. On dirait que je fais des speeches de coaching de vie, là, attention. Mais c'est vrai, en fait, le pire ennemi qu'on a à l'agrégation, c'est soi-même. Parce que c'est votre petite tête, là, qui va te dire « Ah, purée, mais en fait, je suis nulle !» Et du coup, vous allez bloquer. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment ce qui a failli me bouffer. Et au final, vous voyez, c'est mon frère qui m'a donné la dernière force pour y aller, quoi. Pareil, à l'oral, la leçon, je me suis un peu viandée. Je ferai un story time sur les épreuves que j'ai rencontrées pendant l'oral ou l'écrit, enfin, comment ça s'est passé pour moi. Mais j'ai failli craquer après la leçon, j'ai failli rentrer chez moi parce que 4 jours d'épreuve, c'est long, c'est intense, c'est fatigant. J'ai failli rentrer chez moi. J'ai failli dire, allez, Nick, je me casse. Et finalement, je suis restée. J'y suis allée en PLS à la dernière épreuve. Et c'est celle que j'ai le mieux réussi. Donc ne lâchez jamais. Vous pouvez avoir un coup de chance, un coup du Saint-Esprit, un coup de tout ce que vous y mettez derrière, et ça peut bien se passer pour vous. Ou alors, vous pouvez vous viander complet, et les autres vont se viander encore plus que vous. Vous ne savez pas ce que font les autres. Alors les gens, ça parle beaucoup. Quand vous allez passer l'écrit, quand vous allez passer l'oral, les gens parlent. Vous allez voir des gens parler espagnol exprès. Ils sont espagnol natif, ils parlent super bien. Vous vous dites « Oh, mais cet accent magnifique, mais moi, il y a quelqu'un dans le jardin, désolé. Mais moi, je ne parle pas comme ça. Oh là là, elle a l'air de trop être forte en traduction. Mais moi, je suis nulle à côté. Et gna gna gna, et gna gna gna. » Vous êtes dans votre tête et vous commencez à psychoter. Stop. Stop. Vous ne savez pas ce que valent les gens à l'écrit. Vous ne savez pas sur quel jury ils vont tomber, sur quel sujet ils vont tomber. Vous ne savez rien. Donc ça ne sert à rien de spéculer parce que vos notes dépendent des autres et vous ne savez pas ce que les autres font. Donc ça ne sert à rien. Vous, vous êtes maître de ce que vous faites vous. Donc vous avancez une pierre par l'autre. Là, on veut être des tortues. On ne veut pas être des lièvres. On veut être des tortues. Une tortue, ça avance doucement, certes, mais ça avance tout le temps. Le lièvre, il avance vite au début, il fait sa sieste, il finit jamais la course. Relisez les fables de La Fontaine. Bon, ensuite, les trucs basiques, c'est se faire plaisir, s'associer des récompenses. Quand vous avez bien travaillé, vous vous faites une récompense. Moi, par exemple, donc dans ma technique Pomodoro, c'était 25 minutes de travail, 5 minutes de petites vidéos débiles pour me faire plaisir. Ou alors une petite sieste de 15 minutes entre mes sessions de 4 x 25. Ou alors, voilà, je sais pas moi, tous les samedis, voir des gens. Ou, bon, vous voyez votre affaire, mais créez-vous des rituels de récompense. Et créez-vous des rituels de travail. Le travail, comme je vous l'avais dit dans la vidéo conseil, là, par où commencer, c'est pas négociable. Sauf cas de force majeure ou sauf voilà, situation exceptionnelle, mais il faut que vos créneaux de travail soient posés. Donc le lundi de 14 à 16h, c'est travail. C'est pas oh tiens, là je me sens bien, je vais faire mon travail, 1 heure, allez. Non, parce qu'au bout d'un moment, vous vous sentirez jamais bien. Il faut travailler. Donc il faut vous créer des... comme le sport que vous payez quand vous allez au club de danse pour aller danser, je sais pas quoi. C'est un horaire défini, vous ne skippez pas la danse, donc c'est pareil, on ne skippe pas l'agrégation. Il faut que votre emploi du temps, vous ayez des blocs de travail qui soient déterminés. Voilà. Donc ça va vous aider à être dans la routine. Et pour finir, il ne faut pas négliger son bien-être et sa santé. Donc, on ne s'épuise pas, on reste cohérent dans ses objectifs et réaliste.
Il vaut mieux, comme je vous disais, des micro-tâches que vous êtes capable de faire plutôt que des tâches énormes que vous ne finirez jamais et qui vont vous démotiver, vous fatiguer et après vous allez lâcher. Voilà. Donc, il faut travailler, oui, mais intelligemment. Ne perdez pas du temps sur des détails sélectionnés, vous ne serez pas capable de tout faire. Moi, par exemple, je sais que j'étais forte en traduction, j'ai pas du tout bossé la traduction. Je dis pas qu'il faut faire des impasses non plus, je suis pas l'exemple ultime, mais je veux dire, si vous avez un point fort, ne vous dites pas ah, je vais faire plein de traductions parce que je suis trop forte en traduction, c'est facile. Au contraire, vous êtes nul en compo, axé sur la compo. Vous êtes nul en linguistique, axé sur la linguistique. Les gens ont tendance à ne pas vouloir faire ce qui est difficile pour eux. Prenez le contre-pied. C'est éviter de perdre des points en fait. Peut-être que vous aurez qu'un 8. Bah, c'est pas grave. Au moins, vous n'aurez pas un 2 parce que vous aurez travaillé. Il faut pas se dire ah ouais, mais la linguistique, de toute façon, même si je la travaille, j'aurai 2. Non, au contraire. Au contraire, plus tu la travailles, moins tu auras 2. Tu vois. Donc, il faut faire des choix. Commencez à bosser l'oral maintenant. L'oral, il se prépare pas quand vous savez que vous allez à l'oral. Il se prépare sur la durée. La linguistique, il y a énormément de choses à apprendre. Une leçon, ça s'improvise pas. Donc voilà, il vaut mieux anticiper. Il vaut mieux avoir des connaissances dans tous les thèmes plutôt que de connaître un thème parfaitement et les autres moyennement. Donc soyez, voilà, encore une fois, on n'est pas dans la perfection, on ne cherche pas à être parfait. Ça sert à rien de connaître tout sur le Panama. Il faut que vous sachiez pas mal de choses sur tous les thèmes. C'est mieux que tout sur un thème et rien sur les autres. Pas d'impasse. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Arrêtez avec la perfection. Moi, un gros problème, comme je vous disais, c'est les fiches. Je faisais des fiches, et puis elles n'étaient pas parfaites, je les déchirais, du coup, il fallait que je les refasse, et du coup, ça allait pas. C'est débile, c'est débile. Déjà, une fiche, enfin, moi perso, faire des fiches, ça a été la plus grosse perte de temps de mon agrégation. J'ai fait 36 milliards de fiches. Au final, je les ai pas apprises, parce que j'avais trop de fiches. Donc du coup, j'ai passé des heures à faire des fiches que je n'ai pas apprises. Donc c'est débile. Donc il vaut mieux faire des fiches hyper synthétiques, où vous avez vraiment la base. Commencez par la base de la base de la base. On s'en fout de savoir le nom du président en telle année au Panama, nanana, nanana. Ça viendra après. Déjà, apprenez les dates de base de votre canal. Je prends le Panama parce que c'est le thème que j'ai appris qui reste cette année. Mais voilà. Est-ce qu'il reste cette année même ? Mais pas du tout, si ? Peut-être, je crois. Bon, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, il faut commencer par la base. Donc, on reste zen, on s'emmerde pas avec des détails. Vous irez après aux détails, quand la base sera maîtrisée. Mais déjà, maîtrisez la base, parce que vous aurez beau dire à votre jury « Oh, le président de telle année à telle année, c'était lui », mais si vous ne connaissez pas les dates de construction de votre canal, il va gentiment vous dire « Merci, au revoir le gars ». Donc voilà, il faut prioriser en fait. Vous ne pourrez pas tout savoir, prioriser les informations. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je sais plus. Ah si, le dernier petit conseil que je vous donne, c'est d'avoir un mantra. Un mantra, c'est une petite phrase qui va soit vous rappeler l'objectif de pourquoi vous faites la grègue, soit vous rappeler, c'est un peu un système d'ancrage. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété. Et du coup, quand je commençais à me dire, purée, il faut que je fasse ça, 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 c'était la panique et ça me faisait procrastiner. Donc, c'est-à-dire que je prenais le téléphone ou les jeux vidéo, ça me débranchait mon cerveau et je pouvais me détendre. Mais du coup, je travaillais pas. Donc, le mantra que j'ai mis en place, c'était... Oh, ma petite beauté. C'était « Tranquille le chat ». Tranquille le chat. Tranquille le chat. Du coup, à chaque fois que j'étais stressée, je me disais « Tranquille le chat ». Et c'est débile, ça peut sonner débile, mais en fait, cette phrase, comme je me la répétais, elle me détendait. Je me disais, non mais en fait, oh, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, je vais faire ce que je peux, dans l'horaire de travail que j'ai défini, et l'important, c'est d'avancer. Voilà. L'important, c'est keep going, keep walking, tranquille. Donc, vous trouvez
un mantra. Je sais pas, moi, je suis meilleure aujourd'hui qu'hier. L'agrégation, c'est être moins pire que les autres. Vous trouvez un mantra, et à chaque fois que vous stressez ou que vous commencez à paniquer ou à ne pas vouloir faire, ou je sais pas, focus, votre mantra, ça vous ramène dans la réalité des choses. Un de mes mantras aussi, c'était c'est moins pire qu'il n'y paraît. Parce que quand vous regardez les rapports de jury, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas aux épreuves. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas aux épreuves. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui font de la procrastination, qui ne travaillent pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, donc qui ne vont pas réussir. Il y a beaucoup de gens qui font des impasses et qui vont tomber sur le sujet qu'ils n'ont pas préparé, donc vous, c'est tant mieux pour vous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui, après les écrits, vont se dire « ouais, j'ai fait de la merde », du coup, ils vont arrêter de travailler, ils seront pas prêts pour l'oral. Il y a beaucoup de gens qui vont arrêter en plein milieu de l'oral, qui vont se dire « putain, j'ai raté une épreuve, c'est mort », du coup, ils vont y aller à la dégoûter, ils vont rater leur oral. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement pour eux, auront un imprévu dans l'année et devront arrêter leur préparation. Il y a beaucoup de gens qui préparent l'agrégation en travaillant. Bref, il y a largement de la place pour tout le monde à partir du moment où vous travaillez sérieusement et vous ne lâchez pas, parce qu'il y a énormément de gens qui lâchent. Donc, même si il y a 2000 ou je sais pas combien d'inscrits, non, je crois qu'on est 500 et des bananes en espagnol, 500 inscrits sur l'externe, et ben en fait, vous pouvez faire partie de ceux qui vont réussir si vous ne lâchez pas. Moins pire que les autres, ça commence par aller au bout des épreuves. Franchement, c'est déjà la base, il y a peu de gens qui vont au bout des épreuves. Donc on garde ça en tête, et puis au boulot, hein. Allez, je vous dis à la prochaine sur Mission Y, bisous.